Jean-Marcel, merci de m'avoir invité, ainsi que Jean-Yves Coilard, à être parmi vous dans cette belle salle cet après-midi. Donc, quelle est la place de la chirurgie chez le pied traumatique sportif? Il y a de nombreux sports qui sont décrits comme pourvoyeurs de pathologies, la gymnastique, l'athlétisme, le football, la danse, le basket, surtout sur la cheville. Alors, concernant la pathologie aiguë ou traumatique, c'est souvent les règles de base qui s'imposent en termes de prise en charge, c'est chirurgical ou non, mais pour la prise en charge des pathologies chroniques, on va se poser la question de l'indication et du délai par rapport à l'activité sportive. Donc, quels sont les traitements chirurgicaux qui s'offrent à nous et qu'on pourrait proposer en cas d'indication chirurgicale? Concernant l'aponevrosite plantaire, Christophe en a bien parlé juste avant moi. On a un diagnostic différentiel principal qui est le tunnel tarsien distal, comme nous l'avait rappelé Edouard Rabat l'année dernière dans sa magnifique conférence de Marseille. Donc, gare au diagnostic fourre-tout, et en cas d'aponevrosite plantaire, on peut proposer une chirurgie, alors après stretching, après tous les traitements conservateurs possibles, mais dans la littérature, c'est décrit fasciotomie à ciel ouvert ou endoscopique. Les résultats ne sont pas forcément toujours très bons. Méfiance du retour de sport, c'est une pathologie qui est dégénérative. Est-ce qu'il va falloir opérer le sportif pendant sa carrière? C'est une question qu'il va falloir se poser. Et il y a une autre grande technique qui a été décrite par Monteagudo, qui donne apparemment de très bons résultats d'après leur série, qui est la désinsertion proximale du jumeau médial. Tu en as parlé aussi, Christophe. Alors, ils ont des bons résultats parce qu'ils décrivent une technique qui indique à des patients qui ont tous des rétractions des chaînes postérieures. Moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il y a forcément toujours une rétraction des chaînes postérieures dans une aponevrosite plantaire. Personnellement, je n'en ai pas opéré. Concernant les sésamoïdopathies, elle peut être soit nécrotique, soit fracturaire. Alors, ce qui est retrouvé dans la littérature concernant la prise en charge chirurgicale, c'est les sésamoïdectomies partielles ou totales. Gare à cette indication quand même chez le sportif, qui dans toutes les séries montre quand même des raideurs, des douleurs résiduelles, une déstabilisation secondaire de la première métatarso-phalangienne, en varus, en valgus. Est-ce qu'il va falloir opérer ce patient avec une sésamoïdopathie médiale sur l'IRM en échec des traitements conservateurs? Gare à la sésamoïdectomie. Moi, ça m'est arrivé une fois de le faire sur ce patient-là, qui était en échec de tous les traitements au bout de 3 ans, qui avait donc ce fragment médial retourné, qui faisait une espèce d'effet de caillou dans la chaussure. On l'a abordé, on est allé enlever la partie mobile, et on voyait d'ailleurs pendant l'intervention qu'il y avait une infiltration hématique de la capsule. Et en enlevant cette simple partie qui faisait une source de conflit dans la chaussure, on a pu traiter la douleur. Il y a d'autres techniques qui sont décrites, mais je ne crois pas qu'elles soient publiées. C'est les arthroristes temporaires. C'est sur l'impulsion d'Yves Tourné que j'avais opéré un malade comme ça. Enfin là, ce n'était pas un sportif. Concernant le carrefour postérieur de la cheville et de l'arrière-pied, donc je ne parle pas du carrefour antérieur parce qu'on reste sur le pied, mais puis Christophe vous en a parlé avant. C'est un conflit tissulaire mou ou osseux qui est effectivement bien retrouvé chez la danseuse, chez le footeux aussi, par des mécanismes répétés en flexion plantaire. Là, c'est une place privilégiée à l'arthroscopie, bien que dans la littérature, on trouve aussi des papiers à voie ouverte qui ne montrent pas forcément de grandes différences. Mais enfin, la chirurgie par arthroscopie semble apporter de meilleurs résultats, notamment en termes de risque péropératoire. Vous voyez sur cette patiente, avec un volumineux ostrigone postérieur, on imagine bien qu'en flexion plantaire, elle va avoir des douleurs. Voici une image arthroscopique. Long fléchisseur de la luxe à droite, dont on fera toujours le bilan pendant l'arthroscopie, un ostrigone ou même une queue longue de l'astragale proéminente qui vient face à nous. Après un coup d'ostéotome, on va l'enlever, si possible, en un bloc pour éviter d'avoir des fragments intra-articulaires, pour libérer donc le carrefour postérieur. La tendinopathie des fibulaires, c'est une pathologie que j'affectionne particulièrement. On avait publié là-dessus, on en a reparlé avec Stéphane Guillot hier. Qu'elle soit fissuraire sur le court fibulaire, principalement, voire sur le long fibulaire lorsqu'il y a une fracture de l'os péronéum, ou luxante, ce n'est pas exactement la même pathologie. D'après la littérature et puis la série qu'on avait publiée, je trouve quand même qu'on a de bons résultats, même si c'est une chirurgie à voie ouverte qu'on pratique. Le retour au sport est plutôt rapide. Je vous présente un cas assez exceptionnel où on avait une luxation, je ne sais pas si on voit bien, mais une luxation à la fois du court, du long et d'un peroneus quartus. On avait donc réséqué le peroneus quartus, rétabli les fibulaires en arrière de la malléole et retendu le rétinaculum, parce que je pense qu'il y a
une place non négligeable à la retente du rétinaculum supérieur des fibulaires. C'est à mon avis une indication primordiale. Il faut réparer les lésions anatomiques. Et d'ailleurs, pendant le geste, il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas une insuffisance de creusement de la malléole. La maladie d'Haglund, qui est un fourre-tout diagnostique, c'est avant tout un conflit osseux postérolatéral pur, théoriquement sans tendinopathie fissuraire du tendon d'Achille, sans anthésopathie calcifiante. Ce n'est pas la même sémiologie. L'anthésopathie calcifiante de l'Achille, c'est le rugbyman en fin de carrière. Là, ça peut être simplement un jeune de 20 ans. Dans ces cas-là, si effectivement le traitement fonctionnel n'a pas été efficace, on peut être amené à faire une résection du conflit seul, voie ouverte ou endoscopique. A priori, les résultats, je pensais que c'était plus rapide sous l'endoscopie. D'après mes recherches dans la littérature, c'est quasiment la même chose. Par contre, les résultats ne sont pas forcément toujours très bons. Donc, gare à l'Haglund et gare à la tendinopathie associée. Concernant les fractures, et donc la fracture de Jones, qui est une fracture du 5e métatarsien, qui est une pseudarthrose douloureuse à la jonction diaphyso-métaphysaire. Si on se réfère à la dernière méta-analyse de 2015, il faut quand même les opérer, notamment dans les stades 3 de Torge. Alors, c'est quand même pas des chirurgies avec des très bons résultats. C'est souvent la fin de la carrière professionnelle. Mais il faut privilégier la chirurgie pour certains de manière assez rapide quand on sent que le stade 3 va arriver. Donc, quand est-ce qu'on les opère? Est-ce qu'il faut les opérer, nos sportifs? Eh bien, si la pathologie empêche la pratique sportive et qu'on veut augmenter les performances et on veut éviter l'arrêt sportif, on va l'opérer pendant sa carrière. Et si c'est pour gérer des symptômes quotidiens, en cas de risque de non-retour à l'état antérieur, on va donc l'opérer après la carrière en comptant sur l'adaptabilité du pied pendant sa pratique professionnelle. Je vous présente pour terminer l'exemple de deux patientes. La première avec un avant-pied bilatéral, un hallux valgus et un quintus douloureux qu'elle décrivait dans sa vie quotidienne sur une palette élargie, dont on peut se poser la question d'une indication chirurgicale, même si les déformations ne sont pas énormes. Elle est gênée dans la vie quotidienne, mais on a décidé de ne pas l'opérer parce qu'elle est judoka, qu'elle a un élargissement de palette et que son pied s'adapte au sol pour ses appuis lors du judo, et notamment quand elle est pieds nus. Et donc, si on l'opère, on risque de déstabiliser son avant-pied et de diminuer ses performances sportives. En revanche, on a décidé d'opérer cette jeune skieuse qui, après un chaussage adapté, n'a pas réussi à se chausser confortablement, avait des bursites du 1 et du 5, sur une palette quasiment élargie de la même manière, et avec un résultat qui est plutôt satisfaisant. Et je vous montre le contrôle radio à 1 an, avec donc cette diminution de l'angle M1 et M5. Voilà, je vous remercie.